Nous allons maintenant examiner ce qui est sain pour moi, donc pas ce qui me fait prendre du poids, mais quel type d'aliments sont sains ou non pour moi. Bien sûr, être en surpoids n'est pas sain, donc c'est un aspect, mais même avec un poids normal, il existe des aliments sains et d'autres qui ne le sont pas, et les gènes jouent un rôle très surprenant à ce sujet. Je vais donc commencer par le concept de la pyramide alimentaire que je suis sûr que vous avez déjà vu. C'était donc une approche très bien intentionnée visant à donner une recommandation qui devrait, en principe, convenir à tout le monde. Cela semble effectivement logique. Comme je l'ai dit, c'est bien intentionné. Par exemple, les sucreries et les graisses animales sont très mauvaises pour la santé. Donc, cela représente une toute petite part de la grande base de mon alimentation et les produits laitiers sont une excellente source de calcium, alors consommons-en 2 fois par jour. Et les produits céréaliers contiennent beaucoup de fibres, donc c'est bon pour la digestion, alors mangeons-en plusieurs fois par jour. Et la viande rouge est une bonne source de fer dont nous avons besoin. Donc 2 ou 3 fois par semaine, c'est une bonne quantité. Tout cela semble très raisonnable. Cependant, les généticiens interviennent et disent « Attendez, il y a une exception. » Par exemple, pour les Caucasiens, pour les personnes blanches, boire du lait 2 fois par jour serait une bonne source de calcium. Cependant, 20% d'entre eux présentent une anomalie génétique du gène LCT qui les rend intolérants au lactose et ils ne devraient pas consommer de lait 2 fois par jour. Ce serait extrêmement malsain et inconfortable. Un seul défaut génétique nous a donc déjà valu une exception dans les recommandations nutritionnelles qui devraient s'appliquer à tous. Et continuons. Qu'en est-il des produits zéro contenant des fibres? Oui, bonne idée, mais pas si vous avez la génétique de la maladie cœliaque et que vous réagissez en fait à la protéine de gluten présente dans ces produits. Et donc, soudainement, vous ne devriez pas consommer de produits zéro contenant du gluten. La viande rouge est une excellente source de fer, mais pas si un défaut génétique vous en fait déjà trop absorber de cet aliment. Il ne faut donc pas en rajouter. En fait, nous devrions réduire l'apport car votre corps ne peut pas s'en débarrasser. Et donc, vous pourriez essentiellement empoisonner votre corps. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un gène, puis 2 gènes et un autre. Nous avons 4 gènes et déjà 3 exceptions aux recommandations nutritionnelles habituelles. Et en réalité, en 16 ans, nous n'avons jamais trouvé une seule personne à qui cela ne s'appliquait pas. Chacun a sa propre façon d'accepter comment il devrait s'alimenter. Chacun est différent, chacun est unique, et cela signifie donc aussi que nous allons devoir suivre des règles uniques pour une alimentation saine pour chacun. Et c'est exactement le concept de la nutrigénétique sur lequel nous nous concentrons. Maintenant, un très bon exemple est le café. Le café est un type d'aliment très intéressant. Et voici tous les différents gènes et défauts génétiques que nous mesurons. Et comme je l'ai expliqué précédemment, chaque défaut génétique a un certain effet. Et cela doit être confirmé par au moins 3 études différentes menées par 3 scientifiques différents. Et si tous les 3 le confirment indépendamment, alors nous savons qu'il s'agit d'un véritable effet ou nous avons une très forte probabilité que ce soit un véritable effet. Donc tout cela est très bien étudié. Et je vais simplement vous donner quelques points forts. Donc nous parlons de ce gène spécifique, de ce gène-là. Je pourrais parler de tous, mais je vais simplement vous raconter l'histoire du gène CYP182. Le café, c'est un aliment très intéressant parce qu'il n'existe pratiquement aucun autre aliment qui ait une concentration plus élevée d'antioxydants, de polyphénols, de flavonoïdes et de resveratrol. Ils sont remplis de substances super saines. Si seulement il n'y avait pas de caféine. Maintenant, il faut savoir que la caféine a été développée par les plantes pour éliminer les insectes. C'est une neurotoxine, elle empoisonne les insectes qui mangent la plante. Nous avons donc réalisé que se lever le matin avec cette neurotoxine rend les choses un peu plus faciles. Ainsi, nous prenons cette toxine, cette neurotoxine qui tue les insectes, et nous l'introduisons dans notre corps avec notre café du matin. Notre corps sait que c'est une toxine, un poison, et c'est pourquoi nous avons le gène protecteur CWAP1A2 qui intervient et neutralise la caféine avant qu'elle ne puisse faire de mal. Tout ce qui reste, ce sont toutes les substances bénéfiques. Donc, Supergène, il nous détoxifie de cette toxine que nous ajoutons intentionnellement à notre corps. Maintenant, vous pouvez retenir cela pour pratiquement tous les gènes. Il y a quelques exceptions, mais c'est le cas pour pratiquement tous les gènes. Nous avons 2 copies, une de notre père et une de notre mère,
Et donc ici, nous avons deux copies et elles fonctionnent toutes les deux parfaitement comme nous le souhaiterions. Ensuite, la caféine est décomposée, les substances bénéfiques restent et c'est donc une boisson saine. Que dit la science? Une étude a montré que si vous buvez du café, par rapport à ceux qui n'en boivent pas, vous avez un tiers d'infarctus en moins. Donc, c'est protecteur contre les crises cardiaques. Un tiers de crises cardiaques en moins que si vous ne buviez pas de café. Et donc, on pourrait dire, super, le café est une boisson saine. Tout le monde devrait boire du café pour protéger son cœur. Cependant, les généticiens arrivent et compliquent un peu les choses car ces gènes ne fonctionnent pas chez tout le monde comme nous le souhaiterions. Environ la moitié d'entre nous possèdent des versions moins efficaces ou inefficaces de ces gènes. Alors, que se passe-t-il? La caféine arrive, elle n'est pas neutralisée assez rapidement, elle reste dans le corps et cause plus de dégâts que les substances bénéfiques ne pourraient en réparer. Alors, que se passe-t-il si seulement l'un des deux gènes est défectueux? C'est mon cas. C'est le résultat que j'ai personnellement. La dégradation ne se fait qu'à moitié aussi vite. Et soudain, la caféine cause beaucoup de dégâts. Et soudain, la science nous montre que boire du café ne réduit pas mon risque de crise cardiaque d'un tiers, mais l'augmente des 2/3. Donc, ce défaut génétique a un impact considérable sur l'effet de cette boisson qui est saine pour d'autres personnes. Et puis, il y a aussi les personnes avec 2 gènes défectueux, et elles ont le même effet. Et comme je l'ai dit, environ la moitié de la population a ceci, et l'autre moitié a cette version. Donc, c'est intéressant. Si vous n'avez jamais fait de test ADN, vous pouvez en quelque sorte estimer dans quel groupe vous pourriez être. Ce n'est pas à 100%, il y a un certain effet de tolérance, etc. Mais en général, si vous buvez 2 cafés avant d'aller vous coucher, vous êtes typiquement dans ce groupe. Si vous dites qu'après 17 heures, il vaut mieux ne pas boire de café, alors vous êtes typiquement dans ce groupe. Et je connais une personne qui a cela, il dit que s'il boit du café le matin, il a des acouphènes toute la journée, il ne peut pas dormir de toute la nuit et a encore des acouphènes le lendemain. Donc il est très très sensible. Voilà donc les 3 groupes différents que nous avons. Comme je l'ai dit, ce n'est pas typique à 100% parce que personnellement, je suis dans ce cas, mais avant de savoir cela, je buvais tellement de café que j'avais développé une tolérance. Donc je pensais être dans l'autre groupe, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas du 100%. Donc analyser vos gènes a du sens, mais cela montre essentiellement que le gène fait une différence. Maintenant, la première question que les gens me posent, c'est combien de café puis-je encore boire si j'ai ce défaut génétique? C'est en fait quelque chose qu'une étude a examiné. Ici, vous pouvez voir le risque moyen d'infarctus chez les personnes qui ne boivent pas de café. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils ont étudié différentes quantités de café. Donc, avec de bons gènes, voici ce qui se passe. Une tasse, c'est parfait. 1/3 de moins de crise cardiaque, ça diminue un peu, puis ce n'est qu'à partir de 4 tasses ou plus qu'on revient à la normale. Donc, avec de bons gènes, le café est excellent. Avec de mauvais gènes, comme moi, une tasse reste acceptable, puis le risque augmente. Donc, si vous avez le défaut génétique, une tasse avec caféine reste acceptable. Cela correspond à environ 100 mg par jour. Cela devrait être votre limite. Et si vous en buvez plus, cela affecte gravement votre cœur. Bien sûr, comme solution, le café décaféiné, car il ne contient aucune des mauvaises substances et toutes les bonnes, et donc c'est une combinaison. Certaines personnes le mélangent, d'autres boivent du café avec caféine le matin, puis du décaféiné le reste de la journée. Il existe donc différentes façons de contourner ce problème, mais il est important de savoir que nous réagissons différemment à ce type d'aliment en fonction d'un défaut génétique. Le prochain sujet, c'est l'acide folique. L'acide folique est en fait l'un des compléments nutritionnels les plus populaires car les médecins sont d'accord, même ceux qui recommandent généralement de manger sainement et d'oublier les compléments, même eux reconnaissent que l'acide folique est important pendant la grossesse car on a découvert qu'une carence en acide folique peut provoquer ce qu'on appelle le spina bifida. C'est un dos ouvert. Ainsi, le bébé naît avec le dos ouvert et il est paralysé, il ne peut pas marcher. Et cela aura des conséquences à vie. Donc une carence en acide folique est grave. C'est pourquoi on recommande 400 microgrammes d'acide folique pour les femmes enceintes. Bien sûr, c'est important pour tous les adultes car c'est essentiel pour la méthylation, la santé cardiaque, etc. Donc ce n'est pas seulement pour les femmes enceintes.
Cela nous concerne tous. Parmi tous ces gènes, nous parlons maintenant de celui-ci, le gène MTHFR. Il y a une petite histoire à ce sujet. Donc, l'acide folique est un nutriment synthétique, c'est-à-dire quelque chose que nous fabriquons dans une usine pharmaceutique. Et cette substance, lorsqu'elle pénètre dans le corps, est assez particulière car elle n'a aucune fonction biologique dans notre organisme. Mais il existe le gène MTHFR qui a la capacité de reconnaître l'acide folique puis de le convertir en sa forme active appelée méthylfolate. Et c'est ce qui est bon pour l'embryon et pour le cœur. Nous prenons donc ce nutriment synthétique inactif et nous l'activons. Gène exceptionnel. Nous avons besoin de cela pour que l'acide folique ait un sens. Et cette conversion fonctionne très bien chez un tiers de la population car il possède de bons gènes chez d'autres personnes. Ces gènes ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Et que se passe-t-il ensuite? L'acide folique pénètre dans l'organisme, mais il n'est pas activé car le gène correspondant est absent et ne remplit donc pas sa fonction. Et maintenant, la chose délicate, c'est qu'un médecin pourrait dire « vous êtes enceinte ». C'est vraiment important. Faisons une prise de sang pour vérifier que vous avez assez d'acide folique dans votre sang. Et le test dira « nous avons trouvé beaucoup d'acide folique ». Et vous pourriez penser que tout va bien, mais en réalité, il est inactif, il ne fonctionne pas, donc il est inutile. Donc la prise de sang donne quelques indications, mais ce n'est pas toute l'histoire. Il reste donc inactif, et cela concerne 5% de la population. Cela signifie qu'une femme enceinte sur 20 prend de l'acide folique et que cela ne fonctionne pas. Donc c'est un problème. Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas corriger ce gène aujourd'hui, donc ce que nous pouvons faire, c'est prendre du méthylfolate, la forme active, pour contourner ce problème. Maintenant, si vous n'avez pas d'information génétique, c'est toujours la bonne approche. Si vous avez l'information génétique, il y a deux approches. L'une d'elles pourrait être de continuer à utiliser le méthylfolate, l'autre pourrait être d'opter pour l'acide folique. Il y a des arguments pour les deux options. Donc, l'une d'elles est l'acide folique, par exemple. Même s'il est synthétique, il est absorbé 2 fois mieux. Donc, on en absorbe plus dans le corps avec l'acide folique. Il est aussi plus stable car le méthylfolate, lorsqu'on le chauffe dans les aliments qui en contiennent, mais si vous le faites trop cuire, alors il se dégrade, donc il est moins stable. Il est beaucoup plus cher et moins bien absorbé. Mais si vous le faites correctement, si vous le complémentez de la bonne manière, le méthylfolate fonctionne toujours et l'acide folique ne fonctionne que si vous avez la bonne génétique. Donc ces deux approches s'appliquent et il existe différents niveaux de rapidité pour convertir cela en forme active. Donc c'est différent. Alors parlons un peu de science, parce que le fait que ce défaut génétique maintienne l'acide folique inactif et que vous soyez carencé, même si vous avez converti, même si vous avez pris de l'acide folique, cela fait déjà embarrassant longtemps que nous le savons. Donc en 2002, il y a eu une méta-étude, et c'est ce que nous aimons chez les scientifiques, parce qu'une méta-étude signifie que quelqu'un s'est dit « il y a tellement d'études sur ce sujet, je vais en faire une nouvelle qui combine toutes ces connaissances ». Et c'est une approche très puissante parce que alors nous avons tellement de confirmations. La taille de l'étude est très grande parce qu'on peut toutes les additionner. Donc, nous aimons beaucoup ces méta-études. Ce sont des informations très puissantes que nous pouvons en tirer. Et en 2002, nous avions déjà une méta-étude sur 24 000 personnes qui avaient déjà confirmé cela. Donc, c'était déjà connu en 2002 et cela a été refait encore et encore. Et au total, on trouve environ 300 études qui montrent que ce défaut génétique maintient l'acide folique inactif dans toutes les populations qui ont été testées. Donc, c'est aussi bien étudié que n'importe quoi d'autre en sciences. Et si jamais quelqu'un, peut-être un médecin ou un expert, dit que la nutrigénétique n'a pas de valeur scientifique, vous pouvez leur parler de cet exemple, car nous en savons plus à ce sujet que sur la plupart des autres aspects de la médecine. Donc, c'est une science solide comme le roc. Et puis, il existe même de meilleures études que nous, scientifiques, adorons. Ce sont les études contrôlées par placebo. Donc, certaines personnes reçoivent un placebo, donc une pilule vide, et d'autres reçoivent le nutriment, et personne ne sait qui a quoi. Et ensuite, on mesure quel est l'effet. Ainsi, tous les effets psychologiques liés à l'interprétation des gens selon laquelle cela les aide sont erratiques, comme l'indique ceci.
Et ils ont également montré que les personnes ayant des gènes fonctionnels bénéficient de l'acide folique, tandis que celles ayant le défaut génétique bénéficient du méthylfolate. Elles ne tirent aucun bénéfice de l'acide folique méthylé, seulement du méthylfolate. Et il existe 11 études contrôlées par placebo sur ce sujet, une science vraiment très solide, qui ont montré que c'est un effet réellement important. C'est l'un des effets les mieux étudiés dans le domaine de la nutrigénétique. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que si le gène MTHFR fonctionne, l'acide folique fonctionne, le méthylfolate n'est pas absolument nécessaire à prendre car votre corps peut le convertir et le produire lui-même. Vous pouvez quand même en prendre, mais c'est une approche possible. Cependant, si le gène MTHFR ne fonctionne pas, alors l'acide folique est inutile. Vous pouvez l'éviter, c'est juste un gaspillage d'argent. Cela ne vous apportera rien. Vous avez besoin de méthylfolate. Et donc, en ayant cette information génétique, vous pouvez l'utiliser pour adapter votre supplémentation ou votre alimentation, car le méthylfolate se trouve dans certains types d'aliments, afin de contrebalancer cet effet génétique que nous avons découvert. Et juste pour montrer à quel point c'est puissant, il y a une étude qui a trouvé 12 femmes diagnostiquées comme étant infertiles, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas tomber enceintes. Elles ont essayé pendant plus d'1 an et n'ont pas réussi à tomber enceintes. Et il était également connu que ces femmes présentaient ce défaut du gène MTHFR. Et dans cette étude, au début, comme on pouvait s'y attendre, on leur a donné 400 microgrammes d'acide folique. C'est la norme. Mais toi et moi, nous savons que cela était inutile parce qu'elles ne pouvaient pas l'activer. C'était complètement inutile. Un gaspillage d'argent sans aucun effet. Cependant, au cours de l'étude, ils ont dit « D'accord, arrêtons cela. Donnons-leur du méthylfolate et donnons-en davantage car il est moins bien absorbé. » Elles ont donc reçu 2000 microgrammes de méthylfolate et en 1 an, sur 12 femmes, 11 sont tombées enceintes. Cela montre la puissance de cette approche. Ce n'est pas un médicament, ni une hormone, ni un quelconque traitement. Il s'agit de nutrition, d'un complément alimentaire associé à des informations génétiques. Et cela a montré à quel point ces informations sont puissantes. Il suffit simplement d'appliquer le bon complément en fonction de la génétique, bien sûr. Soyez prudents. Ne pensez pas que l'acide folique guérit toutes les infertilités. Ces femmes étaient infertiles à cause d'une carence en acide folique. Il existe d'autres cas où l'acide folique n'a aucun effet, mais ce type spécifique a été résolu de cette manière. Cela montre donc que l'information nutrigénétique est extrêmement puissante si elle est utilisée correctement. Le prochain, c'est la vitamine D3. Effet très intéressant. Donc la vitamine D est l'un des nutriments les plus souvent mesurés lors d'une prise de sang si vous vous souciez de la nutrition. On l'appelle la vitamine du soleil. On la trouve dans l'alimentation, mais votre corps la produit aussi si vous exposez votre peau à la lumière du soleil. Cette fois, nous parlons de ce gène ici, le gène VDR. Le gène VDR se trouve dans le noyau cellulaire de chaque cellule. Et le gène lui-même contient le mode d'emploi pour fabriquer un récepteur. Un récepteur, c'est ce bras vert qui saisit et la vitamine D peut s'y attacher. Et lorsqu'elle le fait, le récepteur envoie un signal à la cellule. Donc, essentiellement, ces deux-là ont fixé la vitamine D parce qu'elle circule dans le sang. Ils l'ont donc activée. Et ces récepteurs disent maintenant à la cellule « Nous avons assez de vitamine D, fais quelque chose de bénéfique pour simplifier. » Cela active donc de nombreux processus bénéfiques, d'autres gènes, etc. Cela signifie donc que, pour que la vitamine D fonctionne, nous avons besoin de ce récepteur issu de ce gène pour informer la cellule afin qu'elle puisse réellement traiter et apporter un bénéfice. Et c'est exactement pour cela que nous faisons des analyses de sang, car si nous n'avons pas assez de vitamine D, cela ne se produit pas, et ça c'est mauvais. C'est une carence classique. Donc un faible taux de vitamine D dans le sang, c'est mauvais. Maintenant, la génétique entre en jeu et complique un peu les choses, car chez certaines personnes, ce gène est défectueux. Il y a une erreur d'orthographe. Ainsi, le manuel d'instruction pour ce récepteur est toujours là, mais il est mal formé. Donc, il a une forme différente et il ressemble un peu à ceci. Il peut encore se fixer à la vitamine D et il peut encore envoyer un signal, mais cette fixation, comme une serrure et une clé, est tellement plus faible qu'elle ne suffit pas à informer la cellule.
Ainsi, l'information, la quantité normale de vitamine D dans le sang, informe la cellule de façon bien trop faible. Et il dit d'activer les processus sains, mais la cellule ne le sait toujours pas. Donc, c'est compliqué, parce que si vous avez ce défaut génétique, vous avez des quantités normales de vitamine D dans votre sang, vous pourriez penser « Waouh, tout va bien ». Le médecin dit « Tout est bon ». Mais en réalité, votre corps est en carence parce qu'il ne peut pas reconnaître la quantité de vitamine D que vous avez. Maintenant, il est intéressant de noter que les scientifiques ont essayé de comprendre ce que nous pourrions faire dans ce cas, car encore une fois, nous ne pouvons pas encore réparer ce gène. Mais il y a une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons augmenter la quantité de vitamine D, car si nous l'augmentons à des niveaux très élevés, donc la limite supérieure de la plage saine dans votre sang, pas la normale, la limite supérieure, quand vous faites cela, tous les récepteurs défectueux ou moins efficaces se lient à la vitamine D et au total, ils sont à nouveau capables de s'informer eux-mêmes. Cela signifie qu'avec un défaut génétique, vous avez besoin de quantités plus élevées de vitamine D pour obtenir le même effet que si vous aviez des gènes fonctionnels. Donc, cela montre que vous avez besoin d'une quantité plus importante d'un certain nutriment pour obtenir le même effet en fonction de votre génétique. Encore une fois, le test sanguin vous indique simplement combien il y en a, mais la génétique vous donne l'information sur la quantité dont vous avez besoin pour obtenir l'effet. Et c'est l'un des aspects intéressants de la nutrigénétique. On vérifie donc le gène. S'il fonctionne, une quantité normale de vitamine D est généralement suffisante. Cependant, si le gène est défectueux, nous avons besoin de quantités plus élevées de vitamine D pour obtenir le même effet. L'intolérance au lactose est une histoire intéressante car c'est en fait le type normal. Et le fait de pouvoir boire du lait à l'âge adulte est en réalité le défaut génétique. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire. Ici, nous parlons donc du gène LCT. Et ce gène a une longue histoire. Il y a environ 20 000 ans, lorsque les humains étaient encore en Europe, nous étions des chasseurs-cueilleurs et nous chassions, nous cherchions des animaux, tout ce que nous pouvions attraper. Et à cette époque, chaque bébé recevait du lait maternel car c'était la seule source de nourriture pour un jeune bébé à ce moment-là. Et le lait maternel contient du lactose, le sucre du lait. Donc la mère en produit et c'est une source d'énergie importante dont le corps a besoin pour, alimenter le corps du bébé et la croissance du bébé. Donc le lactose se trouve dans le lait maternel. Cependant, le lactose est un type de sucre particulier car il est trop gros pour être absorbé par le corps. C'est quelque chose d'énorme. C'est un peu comme deux briques de Lego. Elles sont collées ensemble mais ne peuvent pas être absorbées. Donc le corps ne peut rien en faire. Et c'est pourquoi nous avons un gène appelé le gène LCT qui produit une petite enzyme. C'est un peu comme une petite machine à découper qui se trouve dans l'intestin et qui sépare ces deux sucres en deux sucres plus petits appelés glucose et galactose. Ainsi, ils sont suffisamment petits pour être absorbés et le bébé peut donc les absorber et bénéficier du lactose. Donc c'est super. Nous avons besoin de cette enzyme digestive pour digérer le lactose du lait maternel. C'est donc ce qui se passe chez les bébés. Quand ce bébé de l'âge de Pierre grandissait, soudainement, il n'avait plus accès au lait. Parce qu'il n'y avait pas de supermarché, pas d'animaux, le lait maternel avait disparu. Donc, la nature s'est dit, si nous ne buvons plus de lait à l'âge adulte, pourquoi aurions-nous besoin de produire cette enzyme pour le reste de la vie? Donc, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'un mécanisme d'arrêt s'est développé. Donc, le mécanisme d'arrêt disait, plus on vieillit, plus on désactive ce gène. Et ce gène désactivé conduit alors à l'absence de production de l'enzyme. Et c'est parfait, car de toute façon, c'était de l'énergie gaspillée puisqu'il n'y a plus de lactose, il n'y a aucune chance que cet homme adulte boive encore du lait. Donc, un excellent mécanisme d'économie d'énergie. Tout va bien à l'âge de Pierre. C'est donc le type normal. Voilà à quoi cela ressemble à la naissance. Nous produisons beaucoup de cette enzyme pour pouvoir digérer le lait. Et ensuite, cela diminue. Pour certaines personnes, cela va plus vite, pour d'autres, plus lentement. Mais la production de cette enzyme diminue et nous perdons la capacité de digérer le lait ou le lactose. Et puis, il y a 7500 ans, nous avons changé de mode de vie. Nous avons abandonné la chasse et la cueillette en grande partie, mais pas tous. Et nous avons commencé à pratiquer l'agriculture. Et donc, soudainement, nous avions des terres agricoles et des animaux qui produisaient du lait.
Et donc, soudainement, nous, les humains, avions potentiellement la capacité de boire du lait à l'âge adulte. Et voici ce qui s'est passé. Si l'un de ces premiers agriculteurs s'était dit « D'accord, la dernière récolte n'a pas très bien marché, j'ai faim, nous manquons de nourriture. Il y a une chèvre ou une vache et elle produit du lait. Laisse-moi en boire parce que j'ai faim. » Ce qui se serait passé, c'est la chose suivante. Le lactose arrive dans l'intestin, l'enzyme est inactive, nous ne sommes pas capables de le digérer. Il reste sous cette forme volumineuse. Le corps ne peut rien en faire, c'est inutile. Et alors, les bactéries et les champignons dans l'intestin se disent « Super, de la nourriture gratuite !» et ils commencent à transformer le lactose en gaz et en acide, provoquant de graves problèmes digestifs. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'intolérance au lactose. C'est donc en fait le type normal. Donc, au lieu que nous le digérions, ce sont les micro-organismes qui le font. Et cette personne a très probablement cessé de boire du lait après cela. Voilà ce qui se passe. Ainsi, plus la quantité de cette enzyme est faible lorsque vous buvez du lait, plus vos symptômes s'aggravent. Type normal. Il y a environ 6000 ans en Scandinavie, un événement intéressant s'est produit chez une seule personne. Un défaut génétique, une faute d'orthographe, s'est produit en Scandinavie, quelque part entre la Finlande et la Suède. Et ici, il s'est passé la chose suivante. Ce défaut génétique a provoqué quelque chose d'intéressant. Il n'a pas détruit le gène, car cela aurait été fatal et immédiatement éliminé du patrimoine génétique, mais il a désactivé ce mécanisme de commutation OP. Donc, en tant que bébé, aucune différence. Mais à l'âge adulte, ce gène est resté actif comme chez un bébé. Et soudain, cette personne, ce fermier adulte, a pu digérer le lactose, le premier à pouvoir le faire. Et ainsi, il pouvait absorber le galactose et le glucose et en tirer profit. Aucun problème digestif. Nouveau super pouvoir débloqué. Donc, au lieu que cela se produise, c'est ceci qui s'est passé. Ce nouveau type de fermier a soudainement été capable de produire cette enzyme tout au long de sa vie. Nous savons maintenant que ces 6000 dernières années, de nombreuses famines ont eu lieu. Des gens sont morts de faim, les récoltes ont échoué, etc. Et il est admis, les scientifiques pensent que cette personne avait un avantage. Pas seulement lui, mais tous ses descendants qui ont hérité de la même chose. Si la nourriture venait à manquer, ils pouvaient aussi boire du lait et consommer des produits laitiers, ce que les autres ne pouvaient pas faire. Et cela représentait apparemment un avantage si important que tandis que d'autres mouraient de faim, ce nouveau trait s'est répandu. Ainsi, chez les Caucasiens, en Allemagne par exemple, 80% des gens ont hérité de ce défaut génétique. Chez cette personne originaire de Scandinavie, il y a environ 6000 ans. Ils ont donc acquis ce nouveau trait et notre corps, notre nature, s'est adapté à la capacité de boire du lait, que ce soit du supermarché ou provenant d'animaux. C'est donc en réalité quelque chose de nouveau. Cela s'est produit dans notre histoire biologique. Au total, 68% des Européens possèdent ce nouveau type de phénotype et 31% ont l'ancien type. Pourquoi sait-on que c'est en Scandinavie? Parce que c'est là que la plupart des gens peuvent boire du lait. Et plus on s'éloigne de la Scandinavie, plus cela devient rare. Par exemple, en Italie, beaucoup plus de personnes sont intolérantes au lactose que de type normal. Et si vous allez jusqu'en Afrique, pratiquement tous sont ce que nous considérerions comme intolérants au lactose. Donc cela s'est produit en Europe et c'est arrivé à nouveau séparément dans une petite communauté en Afrique. Mais c'est celle-ci qui a eu le plus d'impact parce que nous, les Européens, aimons coloniser le monde et nous avons emporté cet aspect génétique partout où nous sommes allés. Et c'est donc de là que vient la capacité à boire du lait. Cette personne scandinave, les autres régions sont encore ce que nous considérerions comme 100% intolérantes au lactose. Donc, ils continuent à changer, à adapter les nutriments. Et ce que l'on observe généralement dans ces cultures, c'est que les produits laitiers sont spécifiquement fermentés pour réduire la quantité de lactose afin de diminuer ce problème, ou alors il n'y a tout simplement pas de produits laitiers dans leur alimentation. C'est donc un aspect intéressant. Maintenant, le problème avec le test d'intolérance au lactose, il faut que vous sachiez cela. Il existe un moyen de mesurer à quel point vous êtes intolérant au lactose en ce moment. Et généralement, vous allez à l'hôpital et ils vous donnent un demi-litre d'eau avec du lactose dedans, de l'eau sucrée, et vous la buvez.
Et ensuite, en gros, de façon simplifiée, ils disent « Eh bien, plus vous vous sentez mal, plus vous êtes intolérant au lactose ». Il existe des moyens de mesurer cela. On mesure certains gaz qui sortent de vos poumons et ainsi de suite. Donc, on peut mesurer le degré d'intolérance au lactose que vous avez à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose de délicat. Si c'est ce qui se passe au cours de votre vie ici, on dira que vous n'êtes pas intolérant au lactose, pas intolérant au lactose, puis vous êtes à la limite et soudainement, vous êtes positif. Donc, quand vous faites un de ces tests et que vous en avez fait un il y a 2 ans et que vous dites que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai parce que cela change avec le temps. Donc, c'est une chose et pour certaines personnes, ça ressemble à ça et pour d'autres personnes, ça ressemble à autre chose. Donc, en fait, ils vont très bien jusqu'à 60 ans et soudainement, ils deviennent intolérants au lactose. Cela signifie donc que si vous avez le défaut génétique, la probabilité que vous ayez des problèmes en buvant du lait au cours de votre vie est d'environ 95%. Donc, une probabilité très élevée à un moment donné. Mais cela peut arriver dans la soixantaine, la soixante-dizaine, la quatre-vingtaine ou bien à l'âge de 6 ans. Donc, cela peut arriver très tôt ou très tard. Nous ne savons pas. C'est quelque chose qu'il faudrait mesurer. Mais la tendance à perdre votre production et en fait votre type normal c'est quelque chose que l'on peut lire à partir de votre génétique. Et donc, le test génétique vous donnera cette information. Et en général, vous pouvez continuer à consommer des produits laitiers si vous vous sentez bien, mais il faut en être conscient car à un moment donné, cela deviendra un problème pour vous. Il n'y a aucune différence. Si vous l'évitez, vous ne changez rien. Donc, vous pouvez vraiment continuer à consommer vos produits laitiers. Mais faites attention, car en général, il faut 5 ans de problèmes digestifs avant que les gens reçoivent le bon diagnostic pour arrêter ou éviter le lactose. Donc, si vous avez la caractéristique génétique, vous le savez. Continuez à manger vos produits laitiers, mais soyez vigilants. Et dès que vous commencez à développer des symptômes, vous pouvez arrêter de consommer des aliments contenant du lactose. Très bien. Donc, les deux gènes d'agriculteurs, cela représente 32% de la population caucasienne. Ils peuvent digérer le lactose. Fait intéressant, avoir un gène fonctionnel et un qui s'éteint, c'est l'âge de pierre. C'est celui qui s'éteint. Donc, je l'ai inversé. C'est en fait le défaut T. Maintenant, même si c'est un type normal, ils ont quand même un gène qui fonctionne à l'âge adulte. Donc, ils peuvent aussi boire du lait. Ils sont simplement porteurs. Et seuls ceux qui possèdent les 2 types de l'âge de pierre sont ceux qui ont une forte probabilité de développer une intolérance au lactose au fil du temps.